Radio J. Le forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au forum Radio J dont vous êtes l'invité Agnès Buzyn, bonjour. Bonjour. Alors 5 ans après le Covid, vous venez de créer un think tank, Évidence avec un S, dédié à la défense de la science pour contrer notamment les discours complotistes. Est-ce à dire que le débat public n'est pas à la hauteur des enjeux, que les politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux? Comment en tout cas mobiliser les Français, les acteurs politiques et industriels autour de ce dossier de la science? Et quid du réarmement de la France, devenu l'objectif numéro 1 d'Emmanuel Macron sur fond de menaces russes et d'interrogations sur la stratégie de Donald Trump? Mais pour commencer, Agnès Buzyn, le climat politique. Comment vous jugez le climat politique près de 5 ans après avoir quitté la vie politique active? Le sentiment que j'ai, c'est d'une désinhibition partout, dans tous les camps. Désinhibition des discours les plus radicaux, désinhibition internationale. Et donc, en fait, une très grande inquiétude. On a l'impression que le camp des modérés, le camp de la réflexion, le camp est en train de perdre du terrain. Le camp de la science. Le camp de la science et d'une forme de rationalité avec la complexité qu'elle met en évidence est en train de perdre du terrain par rapport à des extrêmes radicalisés qui simplifient les discours et qui promeuvent une haine, en fait, une haine de tous les côtés. Mais justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous ressentez cette haine dans la rue française et dans le débat politique? Alors, oui, je la ressens évidemment comme tout le monde. Aujourd'hui, en tant que femme juive, je ressens une haine du côté de l'extrême gauche. Il ne faut pas se mentir, on ne va pas se cacher. LFI est aujourd'hui un parti qui promeut l'antisémitisme d'une façon ou d'une autre. C'est ce que j'appelle la haine vertueuse. C'est Madame Ilouz qui, dans son fascicule appelé le 8 octobre, a trouvé cette définition que je trouve excellente. En réalité, on essaie de trouver une vertu à la haine et elle est du coup déculpabilisée et la manifestation d'hier avec certains slogans est inquiétante. On va en reparler, mais on va en reparler justement de ça puisque c'est le cœur du débat de ce week-end. Est-ce à dire que quelque part vous êtes soulagé d'avoir quitté ce monde politique auquel vous n'étiez pas habitué avant de devenir ministre de la Santé en 2017? Non, au contraire. Je trouve que face à justement autant de discours populistes, autant de facilité dans les slogans, on a absolument besoin de personnes qui rapportent de la rationalité, en tout cas de la complexité dans le discours. De la réflexion. Moi, il y a une phrase d'Anatole France que j'adore et qui veut tout dire. Il dit « Les modérés s'opposent toujours modérément à la violence ». Et donc aujourd'hui, nous avons besoin d'un camp des modérés qui s'engagent et qui ramènent le calme dans cette vie politique française qui est totalement hors de contrôle. On le voit au Parlement. En tous les cas, au niveau des débats parlementaires, on voit le chaos. Ce que je crains, c'est qu'en réalité, derrière tout ça, il y a une volonté de déstabilisation de nos démocraties. Nous le savons, le Mage du Kremlin, le fameux livre de Giuliano da Empoli, le décrit très bien. En fait, l'intérêt des dictatures, en tous les cas des pays totalitaires aujourd'hui, c'est d'affaiblir nos démocraties en interne, en radicalisant les différents groupes politiques. Alors on parlera justement de ce qui se passe en externe, à l'international. La politique française, le débat politique. Un débat politique malmené, extrémisé, brutalisé, comme vous le disiez à l'instant, par la France insoumise et ses soutiens. Que vous inspire donc, on revient à ce que vous disiez à l'instant, ces manifestations qui ont eu lieu hier à Paris et en province, officiellement contre l'extrême droite, à l'appel de LFI? Moi, je n'étais pas choquée, évidemment, d'un rassemblement contre l'extrême droite. Absolument, contre l'extrême droite ou contre le racisme. Ouais. Enfin, c'est très bien et heureusement que des gens se mobilisent tous les jours contre les discours de haine, quels qu'ils soient. Parce qu'on précise les choses, vous venez de la gauche, hein? Je viens de la gauche, tout à fait. J'ai toujours voté à gauche jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qui me choque, c'est qu'il y a eu des discours et des pancartes
extrêmement choquantes et que personne n'a quitté le cortège ou personne ne les a fait taire. Parce qu'il y avait des dirigeants d'autres partis politiques, notamment Marine Tondelier de LV, pardon. Et puis, donc, vous faites allusion au slogan. On a entendu ce slogan scandé, semble-t-il, par les manifestants à Angoulême. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. À la 9e seconde de cette vidéo, on entend, après avoir entendu « à bas l'État, à bas les flics et les fachos », on entend « à bas l'État, les juifs et les fachos ». Après, pourtant, toutes ces polémiques autour consécutives à l'affiche antisémite de LFI ciblant Hanouna. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la gauche, de l'état de cette gauche mélenchonisée? Alors, d'abord, je n'étais pas dans les manifestations. Il est clair que j'ai entendu le slogan. J'ose imaginer, j'espère imaginer que ça a été minoritaire et qu'on ne l'a pas entendu partout et régulièrement. Cela dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une forme de désinhibition du discours dans tous les camps. Comme si on essayait de repousser en permanence les limites du tolérable. Et vous savez, ça commence comme ça, quelque part. Les fascismes, quels qu'ils soient, ils grignotent petit à petit du terrain dans les esprits. Le mélenchonisme est un fascisme? Oui, pour moi, aujourd'hui, la radicalité du discours, le culte de la personnalité. Il y a un article très intéressant de François Clémenceau, un tout petit article dans la Tribune du dimanche de ce matin, qui rappelle les caractéristiques du fascisme selon Umberto Eco. Et il dit que ça commence par la brutalité, le culte de la personnalité, avec la paranoïa qui va avec, le complotisme, la haine des élites. Et donc tout ça, aujourd'hui, est véhiculé par les deux extrêmes, d'une certaine façon. Et, donc, ça veut dire par le RN et par LFI. Oui, moi je pense que Marine Le Pen a fait un gros travail justement pour réduire cette image-là de culte de la personnalité qu'avait notamment son père. Mais en réalité, soyons très attentifs aux symptômes. En fait, on les voit arriver et ça n'arrive jamais d'un coup. C'est petit à petit le fait de repousser les limites du langage, de ce qui est tolérable, qui amène à des choses qui ne sont plus tolérables. C'est vrai que j'ai été très choquée de voir l'eurodéputée Rima Hassan défiler avec un kéfier à la place de l'écharpe bleu-blanc-rouge. On l'a tolérée, mais elle est élue de la nation française. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, chacun grignote petit à petit dans la radicalité de façon à habituer les cerveaux à tout tolérer. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, les gens qui ont défilé hier auprès de ces manifestations auraient dû être choqués et en tous les cas le dire. Ce slogan, donc entendu à Angoulême? Le slogan, je ne suis pas étonnée, vous savez, l'antisémitisme à bas aujourd'hui... l'État, les juifs et les fachos. Après, un slogan tout autant terrifiant, à bas l'État, les flics et les fachos. L'État Absolument, et les flics... tout aussi choquant. Aujourd'hui, la police nous protège. Aujourd'hui, l'État de droit nous protège. Nous avons besoin d'un État régalien fort. Il ne faut surtout pas l'affaiblir parce que nous en avons besoin au quotidien pour vivre en sécurité. Donc, très choquant. Ah bah l'État, c'est très choquant. Ah bah la police, c'est très choquant. Ah bah les Juifs, c'est très choquant. C'est au-delà du choquant même. En fait, ça ne devrait pas être toléré. C'est terrifiant quand même. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'en réalité, on devrait... Aujourd'hui, quand on est un élu de la nation, et je pense à ces élus qui ont quitté LFI, mais qui ont quand même défilé dans ces manifestations, et d'ailleurs, on retient dire quelque chose. Voilà, on retient une chose. J'ai vu un tweet d'Alexis Corbière qui a quitté LFI, qui est tout à fait républicain. Il a écrit « Je manifeste contre l'extrême droite et contre l'antisémitisme ». C'est le seul à avoir dit ça. Ouais. Clémentine Autain le dit aussi aujourd'hui, elle a clairement affiché que ça n'était plus tolérable. Donc même des élus qui viennent de ce parti se rendent compte de la dérive antisémite. Au passage, un fait d'actualité, hier, à Orléans, le rabbin d'Orléans, Arié Engelberg, a été frappé à la tête et mordu en rentrant chez lui de la synagogue. C'était hier après l'office du Shabbat. Un mineur a été interpellé. Est-ce que quelque part, Mélenchon et les filles ne sont pas en train de pourrir la jeunesse de France en ayant choisi cette stratégie dont vous parliez tout à l'heure, depuis le 7 octobre, visant quelque part à fidéliser un électorat obnubilé par la haine d'Israël et par les Juifs?
Oui, je pense qu'effectivement l'électorat est très jeune chez LFI et que cette désinhibition du langage permet les passages à l'acte. Et on le sait, et c'est vrai, dans tous les pays du monde, dans tous les régimes autoritaires ou totalitaires, on voit toujours que la radicalité du langage et des slogans précède le passage à l'acte. Donc nous sommes là-dedans, et ça n'est pas étonnant qu'il y ait évidemment des dérives. L'affiche ciblant Hanouna? Alors moi, je ne crois pas un instant dans deux choses qui ont été dites. Un, que c'est généré par l'IA, peut-être, mais qu'est-ce qu'on a donné comme information à l'IA pour qu'elle génère cela? Vous qui êtes scientifique, hein, vous savez de quoi vous parlez. Alors, effectivement, quand vous interrogez l'IA, vous lui demandez des choses, vous mettez des mots-clés. Vous travaillez avec l'IA? Je travaille souvent avec l'IA pour regarder ce qui sort. Donc vous savez de quoi il s'agit? Absolument. Et donc, selon les mots-clés que vous mettez, vous allez avoir des résultats extrêmement différents. Donc, qu'est-ce qui a amené à ce qu'une IA génère cette image? Et j'aimerais savoir quelle a été la question posée, la demande. Ça, c'est la première chose. Donc, demander une image sur Cyril Hanouna, c'est pas ça qui sort si vous la demandez pas avec des spécificités. Deuxièmement, l'argument de M. Mélenchon de dire qu'il ne connaît pas l'iconographie nazie. Il est assez cultivé quand même. Hein. On rigole. Ce monsieur est extrêmement cultivé. Il est probablement l'un des plus cultivés de notre classe politique. Donc tout ça est absolument répugnant. C'est totalement voulu. Ça permet de faire du buzz. Ça permet d'attaquer l'extrême droite, soi-disant, et des médias d'extrême droite. Tout ça est intolérable. Intolérable. Il y a eu un sondage récent, Ipsos, qui indiquait que 20% des sympathisants de LFI souhaitaient le départ des Juifs de France, 40% affirment avoir de la sympathie pour le Hamas, 55% adhèrent au moins 6 clichés antisémites. De quoi Mélenchon est-il le nom? De quoi LFI est-il le nom? D'un opportunisme électoral débridé. Débridé? Débridé, sans limite. On se souvient de Mélenchon il y a 10 ans, au moment du massacre de Charlie. Il affichait sa proximité avec Charlie, sa rédaction. Il ne caressait pas, à l'époque, les islamistes dans le sens du poil. Il avait même prononcé le discours, en tout cas l'éloge funèbre de Charb. Que s'est-il passé depuis? Il a vrillé? L'électoralisme, l'opportunisme électoral. Il va chercher à être élu en flattant des instincts antisémites d'un certain électorat. Et je le regrette parce que l'un des plus beaux discours contre le voile islamique que j'ai entendu au moment de la loi sur le voile en 2004 venait de Jean-Luc Mélenchon et d'un féminisme absolument remarquable. J'avais été vraiment frappée. Qui était républicain? Par la qualité de son discours. Il n'est plus républicain? Non, il n'est plus républicain. Et il est antisémite? Et il est antisémite, j'ose le dire, et j'attends avec plaisir d'être attaqué par M. Mélenchon. Et quand on entend, on dit, on constate, on considère qu'LFI est le premier parti antisémite de France. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça a commencé bien avant le 7 octobre. Ouais. Bien avant. On se souvient, écoutez, c'est pas compliqué. 2013, Mélenchon avait parlé de Moscovici en faisant allusion à la finance internationale. Oui, C'était pas le 7 octobre. Mais moi, dans les attaques que j'ai eues après le Covid, les attaques les plus virulentes venaient et de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et Madame Ercilia Soudet, qui a été élue en 2022 dans le parti LFI, m'a attaqué nominativement depuis 2022 avec des relents antisémites notoires. Et donc ça a commencé avant le 7 octobre. Cet affichage. Donc, arrêtons de nous masquer la face. Il y avait des signaux faibles. Et comme je l'ai dit, ils grappillent, en fait, progressivement. Ils nous habituent à leur discours et ils voient jusqu'où ils peuvent aller sans être arrêtés. Et nous ne les arrêtons pas. Le fait que NFP ait accepté cette alliance, le fait que le Parti socialiste et le Parti Europe Écologie Les Verts aient accepté cette alliance, montre, en fait, qu'ils ont toléré pour des raisons électorales. Moi, je pense qu'à un moment, il faut mettre des limites claires et elles n'ont pas été mises jusqu'à présent. Alors, justement, vous parliez des menaces que vous avez reçues. Prisca Thévenot a reçu des menaces de mort. Et elle visant aussi ses enfants. Après un tweet de Rima Hassan, dont vous parliez à l'instant, pour avoir effectué, vous savez, un déplacement en Israël avec Gabriel Attal. Vous-même, donc, vous êtes, après ces menaces, vous êtes sous protection policière, je crois, depuis 2020. Donc, depuis 5 ans. Après avoir été la cible de menaces et de campagnes antisémites. On se souvient des caricatures, de ces campagnes vous visant aussi votre mari, votre famille. 5 ans après, où vous en êtes et comment on vit ce genre de situation quand on est la fille d'un rescapé de la Shoah?
On a toujours entendu nos aînés nous dire attention, ça peut recommencer. Donc voilà, on y est. Donc je suis quelque part soulagée que mon père n'ait pas à voir tout cela. C'est vrai? Oui. Ah, on précise les choses. Hein. Votre père, Élie Buzyn, rescapé d'Auschwitz. d'Auschwitz. Hein. Il est sorti d'Auschwitz, il avait 15 ans. 15 ans. Il était né à Łódź, en Pologne. Et ensuite, donc, il est devenu chirurgien, mais surtout... militant Voilà. humaniste de la transmission de la mémoire et du savoir. Et du respect de chacun. Et du respect de chacun. Donc, de chaque humain. Il était absolument profondément humaniste et profondément respectueux de chacun. Et s'il était là aujourd'hui? Sincèrement, je suis heureuse qu'il ne soit plus là parce qu'il en mourrait. Et je sens que vous êtes ému en disant ça. Oui, parce que... Et c'est pour ça que vous m'avez demandé tout à l'heure si je regrette de ne plus être en politique. Oui, je regrette. Aujourd'hui, il faut combattre. Et le combat, il est sur le champ des idées, il est sur le champ politique, il est le champ du courage. Et je pense qu'il faut des combattants aujourd'hui en politique. Et vous êtes présentée tout à l'heure comme femme juive, c'est important? Le 7 octobre, ça a changé quelque chose pour vous? Donc, en tout cas, vous dites, moi, en tant que femme juive, c'est important d'entendre ça. Oui, parce que... quelque part, en fait, on vous le renvoie, donc autant l'assumer. Même si ça n'est pas ma caractéristique principale. Vous êtes laïque, hein? Je suis laïque, je suis athée. Et donc, mais en réalité, on ne peut pas échapper à cette essentialisation qu'on vous renvoie. Donc, il faut l'assumer. Et ça me donne aussi, quelque part, un regard particulier sur... les vulnérabilités, le fascisme, ça oblige en fait d'être une femme juive aujourd'hui. Ça oblige, et puis quand vous entendez, hein, après l'affaire Dreyfus ou même avant, les antisémites disaient pas les juifs, ils disaient des Israélites. Après, il y a eu les Youpa, toujours. L'extrême gauche. Maintenant ils disent les sionistes. Voilà, l'extrême gauche a parlé des sionistes, et maintenant, même pas, les génocidaires. Hein, les génocidaires, quand un certain nombre de juifs ou d'assimilés critiquent, dénoncent les crimes du Hamas, le pogrom du 7 octobre. Génocidaires. Oui, après, je pense quand même qu'on peut s'offusquer de la situation en Israël. Oui, on va en parler. Et même, on peut aussi souffrir pour les Palestiniens de Gaza. Voilà, ça ne justifie pas le mot génocidaire, mais aujourd'hui, on est quand même inquiet de ce qui se passe en Israël et de ce qui se passe à Gaza. Donc, on peut aussi assumer de dire ça, et de ce qui se passe pour les otages encore retenus à Gaza, d'ailleurs. Mais on va parler d'Israël, mais d'abord, puisqu'on parle de l'extrême gauche, de l'extrême droite, d'abord, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez dit à l'instant, est-ce que vous mettez un signe égal entre le RN et LFI? J'aime pas le signe égal. Les deux m'inquiètent. Ils sont pas égaux, ils sont très différents. Et Mélenchon, qui est l'héritier de Jean-Marie Le Pen? C'est Mélenchon ou c'est sa fille Marine? Je ne sais pas si j'ai envie de répondre à cette question. En fait, chacun apporte sa spécificité. Mélenchon n'est pas dans le nationalisme que revendiquait Le Pen. Donc, en fait, arrêtons d'essayer de simplifier la situation politique. Les temps changent. Les slogans restent les mêmes, vous avez raison, mais ça ne rend pas ces deux partis égales par ailleurs, parce que leurs fondements sont profondément différents. Leurs ressorts, en fait, sont profondément différents. Donc, quel ressort d'un côté, quel ressort de l'autre? Dans un cas, c'est la peur de l'étranger, la peur de l'autre, et donc le RN avec une forme de nationalisme. La peur ou le rejet de l'étranger? Ça commence par la peur. On fait peur pour permettre le rejet. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et dans l'autre, c'est l'instrumentalisation d'une certaine opinion publique à visée électorale, avec une essentialisation des gens qui est insupportable. Essentialisation des gens. Donc du côté... LFI. Hein, et c'est ce que dit d'ailleurs Jérôme Gage. Hein, quand il a été attaqué. Il a été essentialisé. Il a été renvoyé à ses origines. À ses origines juives. Que vous inspire le débat, puisqu'on parle de l'étranger, de la tournure prise par le débat sur l'immigration? Agnès Buzyn, faut-il plus de fermeté ou la France doit-elle demeurer une terre d'accueil qui a accueilli votre père, hein? L'immigration est-elle toujours une chance pour la France? Vous me voyez silencieuse parce que je pense que la réponse est complexe. Nous avons besoin d'immigration.
Nous en avons besoin pour de multiples raisons, pour des raisons démographiques, parce que nous avons besoin de talents venus d'ailleurs, d'une vision diversifiée du monde, et donc nous en avons besoin. Aujourd'hui, on voit bien l'intolérance de certaines villes ou de certaines régions de France qui souffrent en fait d'une immigration. C'est pas tant l'immigration dont elles souffrent en réalité, c'est d'un manque d'intégration. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, en fait, c'est intégration, immigration. C'est pour ça que je suis gênée par ce débat, parce que ce débat, il simplifie les choses. En réalité, aujourd'hui, ce ne sont pas tant les immigrés qui posent problème. Alors, il y a les OQTF, il y a l'immigration illégale, mais vous voyez, il y a différents secteurs. Il y a l'immigration légale. On en a besoin, ils viennent travailler, ils sont légaux. Il y a l'immigration illégale. Et vous les rencontrez dans les hôpitaux? Je les rencontre dans les hôpitaux. Heureusement qu'ils sont là pour faire tourner nos hôpitaux et nos EHPAD. Et heureusement qu'ils sont dans les restaurants et dans les hôtels. Donc, il y a une immigration légale, nous en avons absolument besoin. Il y a une immigration illégale, et je comprends parfaitement qu'il faut, à ce moment-là, lutter contre. Il y a ces problèmes des OQTF. Il y a en plus ceux qui sont dans nos prisons aujourd'hui, Darmanin le dit, et qui n'ont pas la nationalité française. Il dit qu'il y a 25% d'étrangers dans les prisons aujourd'hui. C'est intéressant, mais on ne peut pas justement... Qu'est-ce qu'il faut en faire de ces prisonniers? Je ne sais pas, mais... Ces détenus. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on simplifie le débat avec un mot-clé immigration qui, en fait, regroupe des situations excessivement différentes les unes des autres. Alors, or, le problème, excusez-moi, je termine ma phrase, le problème aujourd'hui, ça a été notre incapacité à assimiler certaines populations. Et c'est de cela, évidemment, dont Mélenchon joue aujourd'hui pour trouver un électorat. Mélenchon et aussi l'extrême droite. Et aussi l'extrême droite qui l'utilise aussi. Donc... Et Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, ils vont dans le bon sens ou pas? Est-ce que vous seriez à l'aise aujourd'hui dans ce gouvernement? Avec tout ce débat, toutes ces décisions, toutes ces annonces en matière d'immigration? Je pense que j'aurai ma voix, par exemple, sur l'AME. Vous aviez signé une tribune avec d'autres anciens ministres de la Santé. Et donc, sur l'aide médicale d'État, c'est un marqueur qu'utilise aujourd'hui M. Retailleau comme un marqueur de droite et de fermeté, et qui était un marqueur idiot, en fait. Et moi qui suis justement très attachée aux faits et à la science, pourquoi je dis que c'est idiot? C'est qu'en réalité, l'aide médicale d'État... Donc, on précise les choses pour nos auditeurs. L'AME, qu'est-ce que vous reprochez dans ce que dit Bruno Retailleau au sujet de l'AME? Bruno Retailleau dit il faut supprimer l'aide médicale d'État, ça fait venir les étrangers en France. Notamment, c'est une aide médicale qui est fournie par l'État pour les immigrés en situation irrégulière qui ont un salaire inférieur à 1 000 €. En réalité, ce qui veut dire que tous les gens en immigration irrégulière, mais qui travaillent, et il y en a dans notre pays, et qui cotisent, n'ont pas accès à l'aide médicale d'État. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des gens qui travaillent dans les EHPAD, qui sont payés au SMIC, qui sont immigrés illégaux, qui n'ont pas de papier, et qui cotisent. Et eux n'ont pas le droit à l'aide médicale d'État. Mais pourquoi? Mais passons même ce cas de figure. Pourquoi je m'offusque? Pourquoi vous dites c'est une bêtise? Et vous allez au-delà d'une bêtise, vous dites c'est une faute? Une faute grave? Je déteste les marqueurs idiots, en fait. Et là, c'est un marqueur idiot? C'est un marqueur idiot. Donc de la part de Bruno Retailleau? Pourquoi? Mais je veux dire pourquoi. C'est pas juste... je respecte M. Retailleau, avec qui j'ai eu des très bons débats, et qui est quelqu'un de très droit. Donc quand il était président du groupe quand il était président du groupe au Sénat. Donc ça n'est vraiment absolument pas quelque chose contre M. Retailleau, mais simplement, l'aide médicale d'État aujourd'hui, elle fournit effectivement la capacité d'aller se soigner pour des gens en situation irrégulière, qui n'ont pas de revenus. En fait, si on leur supprime cette possibilité d'aller se soigner en ville, ils vont tous arriver à l'hôpital, et toutes les expérimentations montrent que ça coûte 2 fois plus cher, parce qu'ils sont 2 fois plus malades, qu'on est obligé de les soigner quand même, parce que l'hôpital ne refoule aucun malade aujourd'hui en France. Et donc c'est ce qu'il appelle l'aide médicale d'urgence. Oui, l'aide médicale d'urgence, en réalité, elle existera, sauf qu'elle sera 2 fois plus chère pour nos hôpitaux. Et qu'en plus, ça ne permet pas de suivre justement les soins que l'on donne à ces gens-là. Aujourd'hui, l'aide médicale d'État, c'est suivi de très près. On sait qui y a recours et quels sont les soins que les gens ont. Donc, on est capable de suivre le parcours de chaque personne. Si on la supprime, on n'a plus aucun moyen de suivre ces gens-là, ce qu'ils consomment, et justement d'être capable de rationaliser les soins auxquels ils accèdent. Donc, ça sera un brouillard complet, un vide complet sur le plan du suivi de ces gens-là. On ne saura pas qui se fait soigner dans les hôpitaux, à quoi ils ont accès, et ça coûte 2 fois plus cher. Mais pour l'instant, c'est pas encore effectif. Pour l'instant, c'est pas encore effectif, mais c'est pour ça que je déteste les marqueurs, en fait. Les marqueurs, c'est une simplification, et je pense qu'aujourd'hui,
nous avons besoin de ramener un peu de rationalité dans le débat public. Simplification au coup de com'. Il répond à une demande de la population. Monsieur Retailleau répond à une demande d'un électorat qui aujourd'hui ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'on ne lui explique pas. Et si on lui expliquait, je suis sûre que la moitié des gens qui sont offusqués qu'on permette à des gens en situation illégale de se soigner pourraient comprendre en fait que ça nous coûtera beaucoup plus cher et que nos hôpitaux sont déjà débordés et qu'ils n'ont pas besoin de cela en plus. Et d'où la question que je vous posais, est-ce que vous seriez à l'aise aujourd'hui dans ce gouvernement? Ou est-ce que vous dites... Je pense que ce gouvernement, il est extrêmement pluriel. On le voit dans les débats sur le voile dans le sport, on le voit sur la laïcité, on le voit... D'ailleurs, vous avez une position sur le voile dans le sport ou pas? Je n'ai pas d'opinion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi française sur la laïcité ne permet pas de répondre à cette question-là. Donc, la question aujourd'hui de l'entrisme des frères musulmans, par exemple, ou d'une certaine volonté d'appartenance à un groupe, etc., dans l'espace public, on le sent. Mais notre loi sur la laïcité ne permet pas, et j'entends ce que dit Édouard Philippe, il l'a dit de cette façon-là, il a été très attaqué. Effectivement, la loi française aujourd'hui ne permet pas de répondre à cette question-là. Autre question qui est liée à vos anciennes fonctions de ministre de la Santé. Parmi les réformes annoncées par François Bayrou, celle autour des soins palliatifs et de la fin de vie. Il ne fait aucun doute que le texte sur les soins palliatifs sera adopté par les assemblées. Avec une incertitude sur la loi sur l'aide à mourir. Où vous vous situez dans ce débat? Moi, je suis extrêmement prudente, comme la majorité des médecins d'ailleurs, sur la loi. Parce que c'est vous, en tant que médecin, qui avez la décision en main. Oui. Et c'est une décision morale. Une décision morale, et on fait... Et les médecins, en fait, ne se sentent pas légitimes pour donner la mort. Donc, accepter ou pas l'euthanasie. Oui, alors après, donner la mort, oui. Moi, je pense, en fait, que cette loi, elle a été voulue parce que la population française avait l'impression qu'on n'aidait pas les gens en fin de vie. Pourquoi? Parce que la loi Claes-Leonetti a été adoptée, je crois, en 2016. Elle a mis beaucoup de temps à se répandre dans les hôpitaux. Elle est utilisée de façon très inégale par les équipes. Aujourd'hui, vous allez... Pardon. Aujourd'hui, vous allez je suis désolée. Aujourd'hui, vous allez dans un service de cancérologie d'un grand hôpital. Aucune personne atteinte d'un cancer en phase terminale ne souffre. La loi Claes-Leonetti s'applique. La question qui se posait, c'était est-ce qu'elle pourrait s'appliquer pour d'autres pathologies comme, par exemple, les maladies neurodégénératives? Et c'est vrai qu'elle n'y répondait pas. Donc moi, je pense qu'on aurait pu modifier la loi Claes-Leonetti. Donc neurodégénérative style comme Alzheimer. Par exemple, pas l'Alzheimer. Parce qu'il faut être lucide en fait pour demander l'aide à mourir. Il faut être en capacité de le demander. Donc l'Alzheimer ne rentre pas là-dedans. Mais c'est notamment pour les scléroses latérales amyotrophiques, ce qu'on appelle la maladie de Charcot, ou d'autres pathologies de ce type-là. Donc aujourd'hui, nous aurions pu travailler sur un aménagement de la loi Claes-Leonetti qui, je pense, aurait mis les médecins moins mal à l'aise. Après, ça va dépendre évidemment d'où se trouve le curseur, qui on met dans cette aide médicale d'aide à mourir. Donc, on verra à quoi ressemble le texte de loi, mais je pense qu'il faut rester prudent. Notamment, et je vous donne mon avis, parce que dès qu'on offre la possibilité à quelqu'un de demander de l'aide à mourir, des personnes en situation de grand handicap, je pense à des infirmes moteurs cérébraux d'enfance, ou à des personnes très âgées qui sont des poids pour leur famille parce qu'elles coûtent cher, etc., on peut imaginer que cette loi permette à des gens en très grande vulnérabilité, ou fait peser sur des gens en très grande vulnérabilité, une pression et qu'ils pourraient demander l'aide à mourir pour soulager leur famille. Et ça me terrifie. Voilà, ça vous terrifie. Je sens que vous ne voudriez pas être dans la possibilité de faire ce choix. Non, absolument. Moi, je suis toujours prudente. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vois un texte de loi, je vois les dérives potentielles. Je n'arrive pas, en fait, à ne pas me projeter dans la capacité qu'auront les gens d'aller au-delà d'un texte quand ils donnent certaines possibilités. Donc, faisons attention, effectivement, à tout ce que cela permet, et notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables de notre pays. Donc François Bayrou a raison de séparer le texte en deux parties. Alors ça, je ne sais pas, en fait. C'est la question que je vous pose. Non, je n'y ai pas suffisamment réfléchi, je n'en sais rien. Alors on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, au RN. Israël a changé sa stratégie en ce qui concerne ses relations avec les partis d'extrême droite, aussi bien européens que ceux provenant d'autres pays, et donc notamment concernant la France avec le RN, en invitant, c'est la semaine prochaine, c'est mercredi prochain,
son président, Jordan Bardella, Marion Maréchal et aussi Louis Alliot, à une conférence sur l'antisémitisme à Jérusalem. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est terrible parce que... Terrible, pourquoi ? C'est terrible parce que ce parti vient quand même d'un parti issu de la collaboration. Vous dites comme Elisabeth Borne qui l'avait dit ici. Je leur ai dit pareil. Pareil. J'aurais dit les racines du RN. Les racines du RN sont évidemment issues de la collaboration. Et le fait qu'il y ait une filiation et que le parti n'ait pas complètement changé de nom, changé de symbole, je pense à la flamme tricolore, etc., montre bien... Et Jean-Marie Le Pen n'est plus là. Oui, mais il n'a pas non plus renié l'affiliation. Et donc, il n'y a pas de rupture franche. Donc, je suis embêtée, et notamment, nous savons très bien, et moi, je peux le dire parce que je le vis sur les réseaux sociaux, que les attaques antisémites que je reçoit sur les réseaux sociaux, alors elles ne viennent pas d'élus du RN, contrairement à LFI où j'ai des attaques venant d'élus LFI. Mais par contre, quand je regarde d'où viennent les attaques, ce sont des électeurs du RN qui clairement affichent la flamme tricolore. Et donc, il y a dans ce parti encore énormément d'antisémitisme parmi les électeurs. Et donc, je pense que le travail n'est pas fait. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi beaucoup d'antisémites parmi la direction, au sein de la direction du RN ? Je ne suis pas capable d'en juger aujourd'hui. Parce que vous avez été très précise en ce qui concerne LFI. Oui, parce qu'en ce qui concerne LFI, les attaques viennent directement de députés LFI. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent, au sein même de la communauté juive, que le salut des Juifs français passe par le Rassemblement national ? Moi, je pense que le salut des Juifs français et des Juifs dans le monde en général, il passe par la République, l'État de droit et les valeurs fondamentales de la République. Alors, et donc, voilà, tous les pays, ou en tous les cas tous les partis, qui ont une velléité potentielle d'attaquer l'État de droit avec des législations éventuellement liberticides, etc., je pense qu'elles mettent en danger tous les citoyens et les Juifs en particulier, parce que les partis les plus totalitaires, en fait, amènent toujours à l'arbitraire, et l'arbitraire, à la fin, touche les Juifs. Donc, je suis très prudente. Alors, je pense que oui, on sent que c'est pas votre façon de penser. Hein, ouais. Et vous parlez d'État de droit, vous savez à quoi ça me conduit ? À vous poser une question sur Israël. Hein, qu'est-ce que vous inspire l'évolution de la société israélienne ? Vous en parliez tout à l'heure. Israël en guerre depuis 17 mois, avec un Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui tente une nouvelle fois de remettre en cause les règles de l'État de droit, les règles qui régissent la démocratie israélienne à travers le limogeage, la volonté de limoger le chef du Shin Bet, qui a été rejeté par la Cour suprême, limogeage de la procureure générale de l'État, et aussi Benjamin Netanyahu qui veut faire voter des lois limitant les pouvoirs de la Cour suprême. Est-ce que la démocratie israélienne est en danger ? Ah oui. Oui, elle est clairement en danger. La démocratie israélienne, qui est une formidable démocratie, dans un territoire où il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, grâce à Trump, en fait. Et je parlais de désinhibition. Grâce ou à cause ? Grâce ou à cause. Ça dépend de quel côté on se place. C'est l'effet Trump, quoi. C'est l'effet Trump. En fait, c'est cette désinhibition, les attaques sur l'état de droit. Et c'est typiquement populiste, en fait. C'est l'état profond. Dès que vous entendez état profond, vous devez avoir très peur. C'est quoi l'état profond ? C'est nous. Ce sont les fonctionnaires qui travaillent pour le bien public, les services publics. Il n'y a pas d'état profond, il n'y a pas un complot d'état profond. Donc ça, Netanyahou a prononcé ce terme-là, je crois, cette semaine. Moi, ça m'a glacé le sang. Et donc ces attaques... Qu'est-ce qui vous glace le sang dans ce que dans ce que dit Netanyahou ? Parler d'état profond, c'est ce que dit Trump, c'est le populisme désinhibé. En fait, l'état profond, c'est ce qui nous protège. C'est nous, ce sont les services publics, ce sont les fonctionnaires. Deuxièmement, c'est la lutte contre les élites. Et troisièmement, c'est la lutte contre l'état de droit, c'est-à-dire contre les contre-pouvoirs. Moi, vraiment, je suis très attachée au contre-pouvoir. Notamment, donc en Israël, la Cour suprême. La Cour suprême, je suis très attachée au contre-pouvoir. Pourquoi ? Parce que tout pouvoir sans contre-pouvoir aboutit à l'abus de pouvoir.
Il n'y a pas de contre-exemple. Donc, nous avons besoin de contre-pouvoirs. Et c'est vrai que c'est compliqué de réformer un pays avec beaucoup de contre-pouvoirs syndicaux, judiciaires, médiatiques. Mais c'est ce qui nous protège. Et c'est comme ça que les réformes parviennent à s'imposer. Oui, parce qu'il faut convaincre. Ça prend du temps. Mais affaiblir les contre-pouvoirs pour faire passer des réformes, et c'est ce que fait Trump, et c'est ce que font tous les pays populistes en réalité, Viktor Orban de la même façon, eh bien, ça amène progressivement à l'abus de pouvoir et à des dérives totalitaires. Donc, aucune démocratie aujourd'hui est en sécurité. Il y a un recul des démocraties partout dans le monde. Il n'y a pas un endroit dans le monde où la démocratie progresse. Nous avons perdu, je crois, 20 ou 25% de pays démocratiques dans les 10 dernières années. Donc, méfions-nous, cette désinhibition liée à Trump, liée à l'axe Iran-Russie, Turquie, la Turquie qui arrête aujourd'hui le maire d'Istanbul, qui est la principale opposition au pouvoir. Les dérives se voient absolument partout. Donc, ça veut dire que... je me battrai toujours contre tous les partis qui veulent affaiblir l'état de droit et qui veulent affaiblir les contre-pouvoirs. Il y a eu un film, je crois que c'était dans les années 70, Pourquoi Israël ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites pourquoi Israël ou où va Israël ? Où va Israël ? Où va Israël ? Je pense que ce serait une perte terrible pour le monde entier, en fait, si Israël devenait un pays populiste. C'est le cas aujourd'hui ? Et aujourd'hui, Netanyahou est un problème pour Israël, évidemment. Il l'était déjà avant le 7 octobre, donc il ne l'est que plus maintenant. Un problème pour Israël ou un problème pour les Juifs ? Les deux. Ouais. Les deux, parce que de toute façon, on nous associera toujours à Israël. Donc, les deux. Donc, vous vous sentez plus proche des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent ? Bien sûr, évidemment. J'étais déjà très, très, très choquée de la politique de Netanyahou avant le 7 octobre et aujourd'hui, je suis horrifiée. Horrifiée. International toujours. Dans ce contexte de menaces russes et de nouvelles stratégies de Trump dont vous venez de parler, notamment vis-à-vis de l'Europe, la volonté d'Emmanuel Macron de réformer la France et l'Europe en ce qui concerne le réarmement de la France et de l'Europe, est-ce que ça va dans le bon sens ? Je me suis trompé, c'est pas réformer la France, réarmer la France et l'Europe. Alors, je suis absolument persuadée qu'il a raison et je pense que l'Europe a raison. Je pense qu'il faut montrer les muscles face à un régime totalitaire comme le régime russe. Aujourd'hui, ça sera la seule façon d'éviter la guerre. En réalité, tous les régimes totalitaires sont dominants vis-à-vis des gens faibles et vulnérables. Donc, rien n'arrêtera un régime totalitaire, d'autant plus que sa survie passe par la guerre. Il n'a aucune vision pour son peuple. La survie de Poutine. Hein. La survie de Poutine passe par la guerre. Et la survie de Trump ? Et la survie de Trump, c'est une démocratie d'un côté. Oui, c'est très différent. Je pense qu'il faut être prudent. Les États-Unis, faut voir comment ça évolue. Ça n'est quand même pas la même chose. Mais aujourd'hui, face à un régime qui veut se réarmer et dont le discours est belliqueux, et je le dis toujours, les dictateurs, quels qu'ils soient, annoncent toujours la couleur à l'avance. Les paroles précèdent toujours les actes. Je ne connais pas de régime qui ne fasse pas à un moment ce qu'il dit qu'il va faire. Donc, il est belliqueux, réarmons-nous, soyons en mesure de les arrêter, ou en tous les cas de leur faire suffisamment peur pour qu'ils n'attaquent pas. Donc, c'est très urgent, mais ça fait le rapport avec mon think tank. Voilà, ben c'est pour ça que je vous posais cette question. Justement, oui. Vous venez de créer donc ce think tank Évidence avec un S, vous y tenez. Hein. Alors, c'est lié donc à ce think tank et à ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il est possible de réarmer la France en faisant les mêmes choix en matière scientifique, en matière de recherche et aussi au niveau industriel ? Alors, je vais peut-être expliquer ce qu'est le think tank. C'est un think tank sur la place de la science dans la société qui veut remettre la question de la science et de la recherche au centre du débat public puisqu'on l'a progressivement, totalement oublié. Plus personne dans un débat public, plus aucun parti politique ne s'intéresse à la science ou à la recherche. Et c'est très grave. Alors qu'on est 5 ans après le Covid. Hein. On est 5 ans après le Covid et qu'on a vu le poids de la désinformation, qu'il y a un lien très fort entre la rationalité scientifique, l'accès à la vérité des faits et la démocratie. Et on sait que les discours populistes se nourrissent du complotisme. Donc tout ça est très lié avec ce qu'on a dit auparavant. Mais au-delà de ça, je pense que la recherche, l'innovation, c'est l'assurance-vie de nos sociétés démocratiques. Nous avons besoin aujourd'hui de produire des brevets, de la connaissance pour notre croissance, pour notre souveraineté. Et c'est vrai que je dis souvent... Où en est la France en matière de brevets, justement ?
Alors, nous sommes en train de reculer. Ouais. Nous sommes en train de reculer. La Et France en quoi c'est investit important de moins. Eh bien, en fait, la souveraineté, ça n'est pas simplement d'avoir des usines d'assemblage dans nos pays. Les usines, c'est bien. Ça permet, ça permet de créer de l'emploi, mais ça n'est pas un gage de souveraineté. Elles peuvent partir à tout moment. Ce qui compte, ce sont les brevets. C'est la connaissance. Et c'est d'avoir je dirais, c'est un temps d'avance technologique qui va permettre, en fait, de nous protéger, notamment vis-à-vis de certaines armées très belliqueuses comme les Russes. Aujourd'hui, je pense que nous devons réinvestir dans la science, non seulement pour la société civile, mais aussi pour l'armée. Parce que beaucoup de technologies sont ce qu'on appelle duales, c'est-à-dire qu'elles servent à la fois le civil et le militaire. Je pense à l'espace, je pense aux champs électromagnétiques, je pense à tout cela. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'investir dans la recherche fondamentale, à la fois pour être plus puissants économiquement et plus souverains sur toutes nos technologies, mais aussi vis-à-vis des menaces qui pèsent sur nous, parce que c'est la technologie qui fera la différence. Est-ce que ça veut dire que le monde politique, le monde industriel n'a pas compris ça jusqu'à présent? En tous les cas, n'a pas suffisamment mis en avant. Et que les scientifiques ne sont pas assez présents? Les scientifiques sont peu présents et puis les scientifiques sont peu écoutés, peu entendus. Ils ont souvent un discours que les hommes et les femmes politiques trouvent trop compliqué. Les plus grands scientifiques peinent à parler dans les médias et souvent ceux qui s'exposent dans les médias sont les moins scientifiques d'entre eux. Je pense au Covid notamment. Les fameux experts du Covid qui étaient tous reconnus par leurs pairs. Qui sont après devenus experts de la Russie, experts de Gaza. Voilà, ce sont les mêmes experts qui sont effectivement capables de parler à la fois de la guerre, du Covid. Donc, nous avons besoin de ramener de la vraie expertise dans le débat public. Un expert, c'est quelqu'un qui est d'abord reconnu par ses pairs. Et nous avons besoin de rappeler que la science, c'est d'abord le fondement de la démocratie française. Après le siècle des Lumières, c'est ce qui nous a fait. Et c'est ce qui nous permettra de survivre aussi en tant qu'Européens. Donc je pense que nous avons besoin d'un investissement massif aujourd'hui dans la recherche et l'innovation. C'est vrai pour la guerre malheureusement, mais c'est vrai aussi pour notre société démocratique en temps de paix. Nous avons besoin d'exister par nos brevets et par notre connaissance et pas simplement comme un lieu de tourisme tel que nous vivons aujourd'hui. La France, terre de tourisme. Hein. Ça veut dire que la France, elle est larguée dans ces domaines? Elle peut l'être. Elle ne l'est pas encore. Elle ne l'est pas encore. Il y a évidemment encore beaucoup de chercheurs et beaucoup de brevets, mais nous perdons des places chaque année dans les classements internationaux. Nous sommes dépassés par la Corée du Sud, par la Chine, par l'Inde, et donc nous avons besoin, en tant qu'Européens, parce que même par Israël. Alors, Israël investit 6% de son PIB dans la recherche et l'innovation. La France investit je crois, 2,19%. Et c'est insuffisant. Nous sommes 17e mondial en termes d'investissement en recherche et innovation. C'est trop peu. Des pays comme Taïwan ou la Corée sont à 4,5%. Et alors, le réarmement annoncé par Emmanuel Macron, il permet d'aller au-delà de ce chiffre? Je ne sais pas, nous verrons ce qui en sortira. Moi, je suis favorable, dans tous les cas, à une vision européenne de cette recherche et de l'innovation. C'est ce que fait le rapport Draghi. Il propose de grands programmes européens avec une coordination entre pays pour la recherche. Est-ce que tout ne passe pas aujourd'hui par l'Europe? En tous les cas, si on veut exister à l'avenir... Comme ce qui s'est passé pour le Covid. Hein. J'en suis absolument persuadée. Je pense que l'Europe aujourd'hui est notre planche de salut. Nous sommes un tout petit pays. On oublie de le dire, alors nous sommes encore une grande puissance en termes de PIB, nous sommes une puissance nucléaire, mais rappelons quand même que nous faisons la taille de 2 villes nouvelles chinoises. Une ville nouvelle chinoise, c'est 30 millions d'habitants. Nous faisons face à des pays qui ont 1,2, 1,3 milliard d'habitants. Nous sommes 66 millions. Donc à un moment, soyons raisonnables. L'Inde et la Chine notamment. Hein. L'Inde et la Chine, nous avons besoin de nous vivre en tant qu'Européens 450 millions de personnes. C'est pas seulement un grand marché, c'est aussi un très grand lieu d'échange de connaissances, d'échange de savoir et de recherche commune. Là où nous avons été bons, c'est quand nous avons fait des programmes en commun. L'espace, Airbus, c'est là où nous sommes bons. Et le Covid, quand nous avons acheté les vaccins en commun. Mais nous avons besoin de faire ça dans tous les pans de la recherche aujourd'hui, en tant qu'Européens. Et donc, c'est un appel que je porte aujourd'hui, c'est de se penser en tant qu'Européens. Se penser en tant qu'Européen, au niveau franco-français, il n'y a pas une lacune au niveau des partenariats public-privé? Alors aujourd'hui, nous avons besoin d'argent.
Effectivement, l'argent public ne peut pas tout, nous sommes très endettés, et donc nous avons besoin d'argent privé aussi pour la recherche. Or, quand je dis que nous investissons trop peu en R&D en France, c'est pas seulement en argent public, en recherche et développement, ça n'est pas simplement le manque d'argent public, c'est aussi le manque d'argent privé, et c'est une spécificité de la France. Moi, ce qui me trouble, par exemple, c'est que nous avons des très grandes fortunes en France. Nous avons beaucoup de philanthropie. Mais quand vous regardez ces grandes fortunes, elles n'investissent pratiquement que dans la culture, dans les musées. Et c'est très troublant. Dans les autres pays, elles considèrent que la recherche, c'est juste de l'argent public. Non, dans les autres pays anglo-saxons notamment, la philanthropie va énormément vers la recherche fondamentale, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Pourquoi est-ce que nos grands philanthropes ne voient pas l'urgence aujourd'hui de créer de la richesse et de créer de la connaissance ? C'est un appel que vous leur lancez, que vous souhaitez que le gouvernement leur lance peut-être ? Oui, je pense qu'on ne peut pas mettre... Nous avons besoin d'argent frais. En tous les cas, nous avons besoin d'argent privé pour la recherche française et pas seulement de la recherche publique. Dernière question qui nous ramène à la politique. En 2026, vous qui avez été candidate à la mairie de Paris, contre elle, pourriez-vous soutenir Rachida Dati si elle était la candidate de Renaissance ? Je ne soutiendrai pas Madame Dati. Pourquoi ? Parce que je me suis engagée en politique sur l'idée de faire de la politique autrement. Et la première chose qu'on a appris, c'est que quand les gens étaient mis en examen, en fait, ils ne devenaient pas ministres. C'était comme ça en 2017. Donc je continue de penser aujourd'hui que les affaires judiciaires de Madame Dati, certes, ne sont pas jugées, mais sont en tous les cas un frein à être aussi reconnue politiquement, parce que ce ne sont pas des affaires anodines. Il y a beaucoup d'argent derrière, il y a des liens d'intérêt potentiels avec des pays tiers, et donc voilà, moi je suis prudente, tant qu'il n'y a pas de jugement, je préférerais que Madame Dati soit en retrait de et donc même plus ministre, même plus ministre. Pardon ? Même plus ministre. Non, oui, pas ministre en tous les cas, pas ministre. C'est comme ça que nous sommes arrivés au pouvoir en 2017 avec cette vision-là. Ouais. Et je rappelle que Madame Goulard ou Monsieur Bayrou ont démissionné de leur poste de ministre alors qu'ils n'étaient même pas mis en examen. Et donc elle ne peut pas être candidate pour vous à la mairie de Paris et vous ne la soutiendrez pas ? En tous les cas, moi j'ai vécu les échanges avec Mme Dati en tant que candidate et j'ai trouvé qu'ils étaient trop virulents aujourd'hui. C'est pas ma façon de faire de la politique. Merci en tout cas Agnès Buzyn d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.